Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. La loi sur le travail du 16 mars 1971 excluait de son champ d'application les médecins dentistes, vétérinaires, médecins spécialistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions. Depuis, la directive européenne du 4 novembre 2003 a été transposée dans la loi du 12 décembre 2010 et publiée le 22 décembre au Moniteur belge. Cette nouvelle législation d'application depuis le 1er février limite le temps de travail hebdomadaire à 48 heures en moyenne par semaine, garde comprise, sur une période de référence de 13 semaines avec un pic maximum de 60 heures par semaine. Afin d'assurer les services de garde dans les hôpitaux, un temps de travail additionnel de maximum 12 heures par semaine peut être presté, moyennant l'accord du travailleur et faisant l'objet d'un document distinct du contrat de base sur lequel est stipulée la rémunération complémentaire. Alors je ne peux que me réjouir de ces mesures qui vont soulager de nombreux médecins en formation dont la charge de travail pouvait jusqu'ici avoisiner, voire dépasser les 100 heures par semaine et qui a conduit à plusieurs drames que nous ne souhaitons plus connaître. Je souhaite cependant attirer votre attention sur certains aspects de cette législation. Tout d'abord, certains hôpitaux, étant donné le délai très court entre la publication et l'application de cette loi, ont du mal à intégrer la nouvelle loi dans leur organisation générale, surtout du fait que la loi s'organise en trimestre et est d'application au 1er février, soit en plein milieu d'un trimestre. Par ailleurs, récemment, l'Association professionnelle belge de la médecine d'urgence s'inquiète des conséquences au niveau des patients qui risquent d'être confrontés à des files d'attente. Et face au risque pour la population, son président annonce d'envisager aller en appel devant la Cour constitutionnelle. Il s'interroge enfin sur la discrimination existante entre médecins urgentistes et médecins militaires dans la mesure où des exceptions sont prévues pour ces derniers. Madame la Ministre, je souhaite vous poser les questions suivantes. Pouvez-vous nous éclairer sur la discrimination dénoncée par les médecins urgentistes dans le cadre de la transposition de la directive européenne? Quel écho avez-vous reçu du terrain par rapport à l'application de cette loi? Comment entendez-vous réagir face au risque de dérive dénoncé par les médecins urgentistes? Une concertation avec la ministre de la Santé vous paraît-elle indiquée afin d'envisager, le cas échéant, des mesures compensatoires permettant d'assurer la continuité des services médicaux aux citoyens et plus particulièrement de la médecine d'urgence? Je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Voilà, je vous remercie pour votre question. Comme vous l'avez rappelé, la loi du 12 décembre 2010, qui a été adoptée, je le rappelle, à l'unanimité, ce qui est quand même un fait relativement rare, de la Chambre des représentants, mettait en œuvre, en tout cas au niveau belge, la directive du 4 novembre 2001. Sujet très délicat qui a fait l'objet d'énormément de négociations et qui s'était basé sur un accord également unanime entre les différents partenaires. Et pour avoir participé personnellement à énormément de ces négociations, je n'ai jamais entendu une demande, une question par rapport à la problématique des urgentistes. Jamais. Le fameux président dont vous faites état ne s'est positionné, manifesté, a écrit, a dit quoi que ce soit, même quand la loi d'ailleurs a été adoptée. Et donc il est vrai que dans cette loi, comme vous l'avez dit, on limite le temps de travail, mais de manière aussi raisonnable pour rencontrer les problématiques du secteur des soins de santé, puisque non seulement on peut aller jusqu'à 60 heures semaine, mais que par ailleurs on a trouvé une solution de 12 heures complémentaires, selon accord individuel, en ce qui concerne les gardes de nuit. Donc ça vous fait quand même un maximum par semaine qui n'est pas mince en la matière. Et moi qui suis juriste et légaliste, immanquablement, je ne peux que faire, quand j'applique une directive, ce que la directive m'autorise de faire. Et nous avons déjà rencontré le président qui représente les urgentistes avant le communiqué d'il y a quelques jours pour bien lui expliquer, avec la lecture de la directive à l'appui, que la seule exception possible de la directive concerne soit le secteur de la police, soit le secteur militaire, mais ne concerne absolument pas dans le monde hospitalier une catégorie de médecins. Tout le monde est visé, en formation, exerçant la pratique, les vétérinaires, les médecins, etc. L'ensemble est bien exprimé comme étant dans le champ d'application de la directive. Je n'ai aucune capacité légale d'exclure les urgentistes parce que la directive ne le permet pas. Et par ailleurs, on a même un arrêt CIMAP du 3 octobre 2000 qui concernait justement le cas
de médecins des équipes de premiers secours appartenant au secteur public, où la Cour a souligné que l'exclusion prévue par la directive de base se réfère à certaines activités spécifiques à la fonction publique, destinées à assurer l'ordre, la sécurité publique, indispensable au bon déroulement de la vie en société, mais que l'activité du personnel des équipes de premiers secours ne pouvait être assimilée à de telles activités. Donc non seulement le texte est clair, mais la jurisprudence de la Cour de justice est également claire. Donc voilà, maintenant je pense vraiment non seulement qu'on fera une évaluation de l'application de la loi, c'est une nouvelle loi qui est arrivée avec une mise en application assez rapide, parce que nous devions être en conformité. Ça demande une réorganisation dans le secteur des hôpitaux, et c'est avant tout leur responsabilité. Ils ont quand même des capacités horaires assez larges, avec les dérogations doubles qui existent, et donc c'est aussi avant tout une question d'organisation interne, je pense, des différents hôpitaux. Bon, des partenariats aussi qu'ils peuvent faire de manière globale avec les médecins généralistes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une évaluation pour voir si d'aventure, après X mois, se pose un réel problème qui ne serait pas dû à la non-anticipation ou à la non-organisation et adaptation en tout cas des équipes en la matière. Et je suis évidemment toute prête à la mener avec ma collègue Laurette Onkelings, mais à ce stade, moi, je n'ai pas de capacité légale pour le faire. Merci beaucoup. Madame Thibault. Bien, merci pour votre réponse. Elle me satisfait entièrement. Mais donc, j'aurais voulu quand même attirer votre attention. Donc, effectivement, c'est une réorganisation interne des différents hôpitaux. La balle est dans leur camp. Mais lors de l'évaluation, il faudra vraiment faire attention de cette transversalité entre vos compétences et celles de Madame Onkelings. Et que donc, effectivement, différentes difficultés du secteur seront rencontrées. Et donc, notamment le numerus clausus, puisque quelque part, cette réforme positive va diminuer le nombre de médecins, et donc là il faudra faire attentif parce que cette problématique sera encore beaucoup plus sensible dans des zones rurales. Merci. Nous passons à la question de M. Alain Courtois, à la ministre de l'Intérieur, représentée ici par son collègue M. Van Quickenborne.